Alors, parmi les nombreux points saillants de cette présentation, on peut en retenir un. C'est la nécessité de prendre en compte les différents systèmes de production agricole dans le volet conception des OAD, pour qu'ils permettent de mieux répondre aux besoins des utilisateurs et des utilisatrices, certains OAD pouvant avoir une vision un peu trop simplifiée de l'agriculture. Alors pour la première table ronde, on va se poser une question qui est essentielle. Comment faire pour coproduire les outils, pour les produire avec les agriculteurs et non seulement pour ? Pour répondre à cette question, je vais inviter à me rejoindre 4 intervenantes et intervenants au regard complémentaire. On aura donc Sarah Chenvier, responsable marketing, responsable du produit Xarviofield Manager, Lucas Neuze, responsable AgriLab à Unilassal, Vincent Rachet, directeur général d'Exact Robotics, et Nadège Petit, agricultrice en grande culture à la ferme de la Villedieu dans l'Eure. Alors Vincent Rachet, je commence par me tourner vers vous. Exact Robotics, donc c'est une société qui conçoit différents robots qui ont pour objectif d'aider les agriculteurs dans leur quotidien. Ça va être par exemple la pulvérisation du sol ou le travail du sol. Juste pour qu'on comprenne d'où vous vous situez, peut-être vous pourriez nous expliquer un petit peu ces dispositifs ? Alors oui, je peux expliquer ça. Donc bonjour à tous ceux que j'ai pas déjà vus. Donc Exact Robotics, c'est une société, alors c'est une petite société qui fait partie du groupe Excel. Nous, notre travail, c'est de développer des solutions, pas nécessairement de les vendre, c'est-à-dire qu'on vend pas directement ni aux agriculteurs ni on vend à travers les marques du groupe, donc on n'a pas d'activité commerciale majeure. Et donc ça nous permet de nous concentrer vraiment sur la partie développement. Alors, j'ai mis 2 exemples qui sont les produits historiques de la marque. Donc, il y a une partie qui concerne tout ce qui est les cultures pérennes, donc, en particulier la vigne, mais éventuellement d'autres choses qui se plantent pas tous les ans. Et puis la partie grande culture qui concerne plus effectivement des cultures non pérennes. Alors, sur la partie de droite, nous, on a développé un robot. Alors, il y en a d'autres, hein, mais on a mis cette photo-là, c'est celui qui est le plus connu, on va dire, qui fait le travail du sol. Alors, à quoi ça sert ? Je ne sais pas si je suis capable de vous répondre, parce que moi-même, je ne suis pas vigneron. L'ambition qu'il y avait, c'était une ambition initialement, et je pense que je la cite parce que je la pense assez fausse, mais elle est assez répandue, de dire ça va remplacer les gens qui ne sont plus disponibles pour conduire les tracteurs. Il n'y a plus de gens qui veulent conduire de tracteurs, c'est un métier pénible. Bon bref, il faut mettre un robot. Et ça, c'est une pensée qui est aussi fausse que de penser qu'on a remplacé les robots dans les entreprises parce que, en gros, les gens voulaient plus y travailler. Par contre, ça a des intérêts qui sont, par exemple, au niveau sociétal, au niveau de tout ce qu'on appelle RSE maintenant, mais ça permet surtout de faire des tâches qui étaient dangereuses, les faire effectuer par des robots qui sont beaucoup moins sensibles, par exemple, aux produits phytosanitaires. Donc, vous allez traiter un champ. Alors, pour ceux qui suivent ça de plus près, hein, et mieux que moi, vous n'avez pas le droit, et surtout vous n'avez pas intérêt, quand vous êtes un être humain vivant, à rentrer dans un champ qui a été traité trop récemment. Alors ça c'est bien quand on dit ça, sauf que si vous voulez faire un travail du sol avant, enfin surtout après, que vous avez une fenêtre météo qui est compliquée, à un moment donné vous avez une pression, on va dire un petit peu personnelle, ou de votre patron qui vous dit bah ouais mais quand même là, si on attend il va pleuvoir, et quand il va pleuvoir tu pourras plus y aller. Bon le robot lui il s'en fiche, hein. Si c'est dégueulasse il rentre quand même, et après il faut laver le robot, mais il n'a pas de problème respiratoire, etc. Donc il y a quand même ce rôle-là du robot qui peut être utile. Et puis après il y a la partie travail du sol qui est pareil, quelque chose d'assez pénible. Alors, ça vous parle pas, mais moi, comme je dis toujours, un robot, ça va droit dans une ligne droite. Alors, bon, ça paraît un peu bête, sauf que l'être humain, il fait un truc aussi bête. Et si vous conduisez pendant 8 heures pour aller droit dans une ligne droite, c'est assez fatigant. Monotone, hein. Voilà, c'est monotone, c'est fatigant, donc c'est risqué. Comme en plus vous roulez sur des choses qui sont en pente, il y a des accidents. Donc voilà, c'est les axes principaux. Donc, le message que je passe, c'est nous, on a conçu quelque chose, pas parce qu'il y avait un manque de personnel, je pense que ça n'aura aucun effet là-dessus. Par contre, sur la partie RSE. Et le dernier volet, peut-être on reviendra sur l'autre partie plus tard, mais le dernier volet, c'est que ça va également, je pense, on parlait tout à l'heure des concessionnaires, va se poser la question de comment on fait la maintenance de ces systèmes-là. C'est-à-dire qu'un robot, ça tombe en panne, comme un tracteur, mais ça tombe en panne pas de la même façon. C'est-à-dire un tracteur, ça tombe en panne, il y a une durite qui pète, il va falloir changer, refaire la vidange, etc. Bon, le robot, il a un peu ça aussi, mais en fait moins, parce qu'il est beaucoup moins sollicité, il est plus petit. Par contre, il a plein de pannes, il va se perdre, le RTK fonctionnera plus, la façon dont on aura arpenté la vigne ou les vergers fonctionnera pas. Chose tout bête, il y a une tempête solaire, ça décale tout, il faut arriver à recaler tout ça. Et donc ça va amener finalement dans le milieu agricole, je pense, des profils qui n'y sont pas aujourd'hui. Et ça, alors, il y a 2 avantages. Un, déjà, ça peut créer, on
on va dire, des emplois dans le milieu agricole qui n'y étaient pas. Et ça peut aussi amener, et ça reboucle peut-être avec notamment précédent, des façons de penser qui peut-être, le brassage des idées, c'est souvent bénéfique. Donc voilà, c'est les deux axes que je propose de retenir. Donc on situe mieux ces deux robots, mais sur le volet conception, comment est-ce que vous avez procédé ? Alors, comment on a procédé ? Eh ben, j'ai envie de dire, alors je fais exprès, mais je prends ce qu'on a mal fait. Ah, bon, ce qu'on a bien fait, ça fait un robot qui tourne. Bon, ça c'est bien sympa. Tous ceux qui veulent le voir peuvent aller le voir. Ce qu'on a assez mal fait, c'est que on a repris la conception d'un tracteur en se disant finalement un robot c'est un tracteur sans cabine puisqu'il n'y a plus de pilote. Bon, ça c'est possiblement une erreur puisque finalement ça a éliminé certaines conceptions, enfin certaines améliorations qu'on aurait pu faire. Et alors il y a des choses qu'on a quand même bien faites. Hein. Citer une, sinon on va dire que je suis négatif par rapport à ce qu'on a fait, mais globalement, par exemple, on a repris la simplicité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de robots, par exemple, qui sont développés avec des systèmes 100% électriques. Parce qu'on a voulu rajouter le côté l'électricité, c'est mieux, etc. Quitte à ce que ça soit un groupe électrogène qui recharge le robot. Hein, Donc, on a pensé le système un petit peu dans le fantasme en se disant on va faire des systèmes tout électriques, sauf que les batteries, c'est lourd, ça tasse les sols, c'est long à recharger, c'est mal pratique. Et dans l'adoption, il y a aussi le fait que quand vous arrivez sur une exploitation, les gens ont déjà leurs habitudes, leurs outils. Le concessionnaire, lui, il ne sait pas forcément changer un câble haute intensité. Par contre, il sait changer une durite. Donc, nous, le premier robot qu'on a fait, c'est un robot qui est très proche de ce que savent faire les concessionnaires. C'est-à-dire, c'est un robot qui est avec un moteur thermique standard, qui utilise du GNR standard. Alors, on dit, c'est très, très, très sale. Oui, sauf que le robot, il pèse 3 fois moins lourd qu'un système normal et il est optimisé dans son régime moteur et en fait, il consomme 4 fois moins. Donc finalement, effectivement, c'est du GNR, mais c'est 4 fois moins. Et ça, c'est un message que je repasserai peut-être plus tard, mais il ne faut pas être trop dogmatique dans des solutions jusqu'au bout. Il y a déjà beaucoup à gagner, à moins gaspiller, avant d'avoir des solutions idéales ou en tout cas très, très de rupture. Donc on a fait ça correctement, et ce qu'on n'a peut-être pas fait correctement, c'est qu'on a utilisé pour faire ce robot la même chose que tous nos concurrents. Ça, c'est une sorte de mimétisme de caste. On a utilisé des technologies complètement dispendieuses. Aujourd'hui, je donne un seul exemple, une des choses que le robot doit éviter de faire, c'est d'arracher les pieds de vigne. Bon, c'est mieux de ne pas tuer les choses pour lesquelles on est censé intervenir. Et donc, entre un discomoteur, enfin, on va dire un outil qui passe dans la vigne et la vigne, en général, il y a quelques centimètres. Donc, ça veut dire que vous voulez une chaîne de cote entre votre robot qui pose ses roues et tout ça, et l'outil et la vigne de quelques centimètres. Et pour faire ça, on a utilisé ce qui était dans la grande culture. Pareil, parce qu'il y a des fantasmes de société. La grande culture, c'est la noblesse de l'agriculture. Donc, ils sont en avance. Ils avaient le RTK, ils avaient le guidage, tout ça. On s'est dit, il faut au moins amener ça dans la vigne, parce que quand même, franchement, quitte à mettre un robot, on met un truc à la gueule. Sauf que, en fait, dans une grande culture, ce que vous voulez, c'est garder un cap et positionner des choses en ligne droite. Dans la vigne, vous essayez de faire une chaîne de code de 5 cm de tolérance en passant par un satellite qui est à 90 000 bornes de chez vous, qui n'est pas souverain, parce qu'éventuellement, il passe par des réseaux qui ne sont pas les vôtres, et qui, en plus, met une dépendance, un abonnement, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été fait, pas que par nous, mais bon, bref, qu'on a copié ou qu'on a fait comme les autres, et qui serait peut-être pas à refaire. C'est-à-dire peut-être qu'on pourrait se dire, et aujourd'hui, il y a d'autres façons de réfléchir, aller droit dans une ligne droite. On n'a pas besoin de positionner la ligne droite sur la Terre, et de se dire comment on va sur Terre, on peut se dire, tiens, suivons la ligne droite. Voilà, je m'arrête là, mais je vais donner un exemple de choses qui a été bien faites. Merci pour ce retour d'expérience. On voit en tout cas que le retour de terrain permet de faire des ajustements qui rendent les choses plus pertinentes. En tout cas, c'est un témoignage plutôt sur la partie hardware, donc la partie robotique, physique. On a aussi la partie software, la partie logicielle. Donc je me tourne vers vous, Sarah Chenvier. Vous êtes responsable d'un produit nommé Xarvio Field Manager. Est-ce que vous pourriez nous le présenter ? En effet, c'est un software, c'est-à-dire que nous, on a une appli web, une appli mobile et on envoie des emails. Donc on a un PDF, c'est la chose la plus tangible qu'on fait. un PDF qui peut imprimer. Il y a 15 ans, on l'envoyait par fax. Voilà, donc c'était un peu plus tangible et ça devient de moins en moins tangible. Donc nous, ce qu'on fait, c'est on a une plateforme agronomique personnalisée pour les agriculteurs pour qu'ils aient leur parcelle avec des modèles. Donc d'abord des modèles, je te dis la précision dans le temps, alors c'est un peu une vulgarisation, mais ça permet aux agriculteurs d'assurer leurs décisions et d'anticiper donc à 3 semaines ce qu'ils pourraient faire sur telle ou telle parcelle. Parce qu'ils ont différentes variétés, les variétés elles évoluent, les maladies aussi elles évoluent, et le principal problème c'est la septoriose
quand elle arrive sur ma parcelle et que je la vois, c'est trop tard. Et si je traite avant, il y a le risque que ce soit trop tôt ou que ce soit non pertinent. Hein. Donc, s'assurer des décisions, il faut quand même anticiper. Et en plus, avec c'est complexe, ça change chaque année, voire chaque semaine, voire chaque jour. Donc là-dessus, on a vraiment des modèles de prévision. On ne travaille pas tout seul, on travaille avec des partenaires comme Arvalis depuis 15 ans et aussi des partenaires italiens. On a nos propres modèles aussi. Donc pour avoir ces modèles stades et maladies ou insectes ou stress hydrique sur vraiment qu'est-ce qui va arriver. Hein. Deuxième chose qu'on fait, Pierre Labarthe en a parlé, c'est on prend des modèles aussi des imageries satellites. Et là, j'appelle ça de la précision dans l'espace. C'est aussi peut-être un peu vulgaire, mais en fait, ça permet, quand l'agriculteur a déjà planifié le bon moment, là c'est surtout sur l'azote, comment il peut faire pour optimiser la dose, soit la réduire, soit l'augmenter si ça vaut le coup. Et puis même au sein même de la parcelle, pour des agriculteurs qui ont des grandes parcelles, éventuellement mettre moins à tel endroit ou plus à tel endroit. Et là aussi, avec des partenaires sur le colza, quelque chose qui marche très bien, comme Terrinovia, la réglette Terrinovia. Ils ont un réseau qui est assez remarquable. Et troisième chose qu'on a, c'est les connexions avec l'écosystème digital des agriculteurs, parce que les agriculteurs, ils n'ont pas juste il y en a beaucoup qui ont juste leur carnet de plaine encore, mais ceux qui veulent ce genre de choses, ils ont déjà en général un carnet, un outil de traçabilité ou autre chose, ou des stations météo connectées, et évidemment ils veulent utiliser ce qu'ils ont déjà pour pouvoir dans notre engin. Donc ça demande aussi des choses complémentaires. Quand on fait des cartes, on voudrait que ces cartes arrivent automatiquement dans les consoles. Et ça demande beaucoup de mécanique. Dès qu'on parle avec un système tiers, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc voilà, ça c'est ce qu'on fait actuellement et ça on le vend. Nous, on le vend via des distributeurs, comme a dit Monsieur Labarthe, surtout des COP et des négoces, mais aussi des CETA. Parfois, il y a des agriculteurs en direct qui sont intéressés par ça. Voilà. Et en tout cas, c'est un logiciel qui a mis une vingtaine d'années à être élaboré et qui continue d'être co-construit, notamment avec les agriculteurs et agricultrices. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette dynamique collective ? Oui, alors j'ai préparé une petite diapo pour essayer de structurer ma pensée. Nous, dans la co-conception, d'abord, on n'est pas parti de rien, et surtout en France, on fait partie d'une des agricultures les plus exemplaires au monde. On a des instituts techniques, on a des chercheurs qui sont payés pour ça. Donc, je pense que déjà, il faut prendre ce qui existe déjà, ce qui a été mis au point, même si ça reste un peu du prototype ou du modèle ou et arriver avec un concept auprès des agriculteurs ou des distributeurs qui soit quand même déjà assez élaboré. Je pense que réinventer l'eau chaude en France, avec un nouveau concept de retravailler sur l'assolement des centres, des exploitations agricoles. Il y a déjà beaucoup de gens qui s'en occupent. C'est pareil pour les modèles maladies. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, arriver avec un concept avec des gens, des professionnels, des experts qui ont déjà travaillé dessus. Ensuite, les enquêtes terrain. Donc nous, on utilise des modèles de design thinking assez connus. Donc le premier modèle, c'est l'immersion, où là, on va voir les agriculteurs. Donc on va voir Nadège, on va voir Rémi, on va voir comment ils travaillent. Même si on a déjà une idée de leurs besoins, ça permet quand même de voir les choses. Par exemple, que les vignes, il n'y a pas besoin d'avoir un GPS pour pouvoir tracer une ligne droite dans les vignes, alors qu'on en a besoin dans un champ de betteraves. Voilà. Ça paraît simple, mais quand on n'est pas allé voir sur le terrain, des fois, on le voit pas, en fait. Donc, c'est cette immersion qui permet après de décider quelles sont les meilleures options. Et après, du prototypage. Donc là aussi, aller voir des agriculteurs pour leur dire, oui, on pense à faire ça, ou on pense à telle alternative, on pense à faire tel clic. Et là, on voit que ça marche ou ça marche pas. Et là, on élabore aussi la solution au final, sachant que nous, c'est un peu compliqué. Parce que notre solution, elle doit marcher aussi pour tous les pays. Donc voilà. Donc là, j'ai pris une photo de ce qu'on avait fait avec nos designers
qui sont, il y en a un qui est allemand, une qui est hongroise, et ils étaient allés voir donc le groupe test d'AgreenTech Valley, donc dont Nadège fait partie. Voilà, on s'est juste assis pendant une journée. Et par exemple, là, il y avait Denis qui disait, bah oui, moi, je voudrais redécouper mes parcelles dans Xarvio. Et en fait, on s'est aperçu qu'il faisait, il fait tout sur mobile. Et lui, il a besoin de redécouper ses parcelles, alors que son voisin, lui, il a gardé ses parcelles tout le temps, il a les mêmes chaque année. Donc lui, il n'a pas ce problème. Enfin, il y a beaucoup de choses là-dessus où, en fait, il faut vraiment, pour déterminer et creuser le problème de l'agriculteur, c'est pas si évident que ça. Et ça demande beaucoup de temps. Et c'est pour ça que j'ai dit attention au timing, parce que les agriculteurs, ils en ont pas. Ils n'ont pas de temps. Ils ont du temps en hiver et ils ont du temps quand il pleut. Voilà. Donc, au moins en hiver, c'est prévisible, mais quand il pleut, c'est un peu moins prévisible. Voilà. Et après, nous, on est sur des grandes cultures. Mais c'est peut-être pas aussi pareil sur la vigne. C'est la saison de test. C'est une fois par an. Là, l'épandage de colza, pour faire des cartes de modulation intraparcellaire, c'était entre le 1er et le 30 février. Et maintenant, c'est trop tard. Là, maintenant, c'est pareil sur les modèles maladies. Cette année, les agriculteurs, les stades ont 15 jours, 3 semaines d'avance. Les gens, c'était un peu le problème sur les cartes, par exemple, de Farmstar ou les autres cartes d'engrais. Farmstar, où nous, on livre nos cartes trop tard, les agriculteurs, ils sont passés. C'est tout. Enfin, il y a la dure réalité du timing qui se fait, et avec le dérèglement climatique qui sera encore plus présente. Donc à la fois le besoin de faire une évaluation fine des outils, mais l'obstacle d'avoir une marge de manœuvre extrêmement restreinte pour pouvoir concerner les agriculteurs. Et changeant leur emploi du temps. Aussi. Exactement. En tout cas, vous, Nadège, vous connaissez bien le sujet, étant donné que vous êtes agricultrice testeuse pour le projet Xarvio Field Manager. Vous et votre époux, vous avez repris la ferme familiale dans l'Eure, la ferme de la Ville-Dieu. Quel rapport vous entretenez avec les technologies ? C'est un rapport assez proche. Enfin, moi, j'ai toujours une affinité pour les nouvelles technologies. Alors, je suis de la génération des FISOL. C'est important dans l'Eure. C'est l'agriculture de précision qui a été développée dans les années 2000, apporter la bonne dose au bon endroit au bon moment. Et donc, mes stages d'études, stage de 3e d'ailleurs, étaient là-dessus. Et donc, c'est assez bluffant. Après, c'était au début des années 2000. Aujourd'hui, on est en 2026. On s'aperçoit que ça commence vraiment à être possible par les outils, parce qu'il y avait vraiment les besoins, ce qui a été noté. Et puis, il y a toute la partie machinisme qui était pas toujours adaptée. Donc là, ça fait une dizaine d'années que ça y est, c'est un peu plus facile dans les exploitations. Puis logiciel, parce que quand on en veut toujours plus, en fait. Et vraiment, le principal point qui... Par exemple, un ordinateur sur la ferme, il y en a depuis les années 85, 90. Les agriculteurs, on est vraiment des gens quand même avertis sur tout ce qui est nouvelles technologies. Enfin, les smartphones, on était les premiers à en avoir, parce que quand on est au milieu de notre champ, c'est toujours utile d'avoir un téléphone, parce qu'on peut travailler en même temps double travailler. Le problème principal, c'est ce que disait Sarah, c'est le temps. C'est-à-dire que on essaie de gagner du temps. Donc si on a des outils d'aide à la décision, on veut pas forcément des choses qui prennent toujours la décision à notre place, mais qui nous fassent gagner du temps. Garder une autonomie, c'est ça. Nous on est plutôt autonome, on fait partie de CETA, on est dans des groupes d'innovation, donc via les CETA ou via AgreenTech Valley. Et donc sur le projet aussi Xarvio, on teste le projet pour justement essayer. Alors déjà, ça nous permet deux choses. Déjà, c'est intéressant intellectuellement de voir des suivis de projets comme ça. Ça nous permet aussi de voir on travaille en groupe, donc ça nous permet de voir ce qui se passe ailleurs, parce que le problème d'une ferme, c'est qu'on est assez centré sur... quand des gens viennent nous poser des questions, nous, on connaît tout à fait les problèmes du logiciel. Alors, par exemple, nous, on a des cultures qui sont pas des cultures normandes comme le lin, qui sont pas dans des logiciels type Xarvio, qui n'étaient pas. Donc, ça peut être ça. J'ai un collègue, lui, il a des parcelles en pente, donc c'est compliqué. Alors ça, c'est des choses qu'on découvre parce que nous, on est sur un plateau. Donc, en fait, chaque agriculteur connaît tous les besoins sur sa ferme, ça, c'est sûr.
Et ce qu'on veut, c'est gagner du temps. C'est vraiment le principal, même presque avant l'économique, c'est vraiment gagner du temps dans l'utilisation des outils. Avoir une aide à la décision, mais savoir que c'est toujours, en tant qu'agriculteur, on dit bien, hein, c'est pas les conseilleurs, les payeurs. On sait très bien que c'est nous qui prenons les risques à chaque fois, donc c'est toujours notre décision à la fin. Et Donc ces groupes-là, ils vous permettent un apport de connaissances, rencontrer des agriculteurs. un apport de connaissances, voilà, et puis aussi ça nous permet de connaître, enfin voilà, échanger avec des groupes, connaître les nouveautés aussi, savoir un peu sur quoi travailler. Et puis, nous, on teste les outils. Alors, on l'utilise surtout pour tout ce qui est carte de potentiel, modulation des apports, etc. Donc, on teste Xarvio. On a aussi d'autres outils qu'on avait historiquement sur la ferme. Donc, ce groupe nous permet d'échanger à plusieurs. Et en tant qu'agriculteuse testeuse, un de vos rôles plutôt, c'est de pointer aussi ce qui fonctionne, mais ce qui fonctionne un peu moins, pour permettre une amélioration. C'est ça. Voilà. Pour ce que Sarah disait, c'est que les apports d'engrais l'année dernière, on essaie de tester de la modulation, voir si ça fonctionne ou pas. Alors là, mon mari a appelé en catastrophe parce que les deuxièmes apports se font là, il pleut, donc on va les faire là. Alors que l'année dernière, c'était 15 jours plus tard. Donc, il faut aussi faut être adaptable par rapport à la météo parce que nous, c'est quand il faut y aller, il faut y aller. Ça illustre bien la variabilité dont vous parliez, Sarah. En tout cas, donc, on a entendu un exemple de coopération entre fabricants et entre utilisatrices. De votre côté, Luc, vous êtes le responsable d'AgriLab, un espace qui est dédié à l'innovation agricole. Et quand on vous demande de le présenter, généralement, vous dites que c'est la fusion entre un espace de pratique paysanne et on crée de la technologie. Qu'est-ce que ça signifie exactement ? Alors, je vais peut-être revenir. Donc ici, on est sur le campus d'Uniessal Rouen. Donc moi, je suis sur le campus d'Uniessal Beauvais. Et on est vraiment installé au milieu de la ferme, donc on voit vraiment la pratique. Et il faut s'imaginer, c'est un grand centre avec énormément d'équipements pour fabriquer, pour prototyper sa propre solution. Et donc on a plusieurs modes de fonctionnement. On ne s'adresse pas que aux agriculteurs, mais évidemment c'est la spécialité qu'on a. Et donc 2 jours par semaine, on accueille des étudiants, des chercheurs, des curieux, des gens très motivés, qui ont un peu tous les niveaux dans énormément de domaines différents. Et on leur apprend à collaborer et à apprendre par eux-mêmes avec ces équipements, avec vraiment des ateliers très courts pour qu'ils apprennent rapidement et qu'ils s'investissent eux-mêmes. C'est 2-3 heures, c'est ça ? C'est ça exactement. Et dans la présentation précédente, on insistait un peu sur les réseaux sociaux. En fait, ils sont déjà tous impliqués dans ces réseaux. Et donc, en fait, on les décoince, entre guillemets, à se dire, voilà, ce schéma électrique, si tu dialogues avec ton voisin, tu vas savoir le faire. Donc ça, c'est vraiment un des gros fonctionnements qu'on a. Évidemment, on a des étudiants, donc on a un cycle bachelor agritech, justement pour les futurs concessionnaires, pour qu'ils prennent en main toutes ces nouvelles technologies, ces robots. C'est pas du tout le même vocabulaire. C'est pas la même manière. Donc ils manipulent chez nous, ils cassent des choses, ils essayent. Donc ça aussi, on a un rapport à l'erreur qui est très différent parce que ça bug, c'est pas fait. Enfin, il y a énormément de choses auxquelles on n'a pas pensé à la conception. Moi, je donne aussi un cours vraiment sur du prototypage très pratique avec 80 labs dans le monde. C'est un cours du MIT qui a été décliné tout autour du monde. Donc là, on échange, on voit aussi comment on réfléchit la technologie, comment on l'applique dans d'autres pays. Et c'est toutes des choses open source, donc on peut les retrouver, les analyser, les comprendre, faire des variations, se tromper, recommencer. Donc c'est un autre fonctionnement. Et un dernier fonctionnement qu'on a, c'est vraiment la partie prestation, parce que la plupart des gens restent quand même dans la position consommateur-client, alors que nous, on essaye de pousser vraiment, voilà, il faut participer, s'impliquer. Mais on a aussi cette partie-là, par exemple, pour la recherche, on va développer des outils pour faire des mesures sur des machines qui n'existaient pas avant, donc il faut les inventer. Et pour ça, on part toujours du besoin. Et on va pas être dans la position de « moi j'ai la connaissance, je sais comment faire des machines ». C'est un dialogue et on leur apprend en partie à prendre en main ces techniques
Comme ça, ils assimilent les avantages, les inconvénients, et ils voient pas ça comme des réponses négatives. Ils s'impliquent. Donc on dit souvent, un roboticien va pas du tout réfléchir de la même manière qu'un agriculteur. Par exemple, dans une vigne, vous parlez des lignes droites ou des choix technologiques de dépendance. Nous, on a installé nous-mêmes nos antennes RTK et on apprend aux agriculteurs à les installer eux-mêmes. Et ça, par exemple, ça marche très bien parce que l'agriculteur sait combien il paye son abonnement. Donc, il voit tout de suite le gain à se dire, je vais avoir mon abonnement, pouvoir le remettre moi-même en route, le partager ou pas avec les agriculteurs qui sont à côté et comprendre pourquoi ça déconne à certains moments aussi. Par rapport à ce que vous disiez, maintenant régulièrement on utilise ChatGPT aussi pour quand on est agriculteur, on est mécano, on est agronome, on est comptable, etc. Donc on utilise l'intelligence artificielle aussi pour nous aider comme tous au quotidien. Tout à fait. On aura une présentation d'ailleurs sur les grands modèles de langage dans l'après-midi. Et pour compléter ChatGPT, donc souvent. Oui, bon, alors moi je suis agnostique sur qui a écrit quoi dans l'histoire. De toute manière, ils volent quand même les textes de tout le monde, donc ça c'est fait. Propriété intellectuelle. Mais par exemple, les étudiants, nous, on les encourage à utiliser ça, mais surtout à réfléchir à ce qui est produit et pas croire aveuglément à la réponse. Les tracteurs. Oui, même dans du code, parce que du coup, ils ont le réflexe de copier-coller, dire ça marche pas. Souvent, ils s'arrêtent là et reposent des questions. On dit non, il faut lire ce qui a été produit, le comprendre. Il y a toute une démarche, et c'est la même chose avec les réseaux sociaux, justement, et échanger sur des pratiques dans un autre pays. C'est pas des copier-coller à appliquer en France, dans telle ou telle culture. Donc, on remet vraiment ces rapports à plat. Et il y a des avantages et des inconvénients à tout ça. Comme vous disiez, les agriculteurs, nous, on essaye de les attirer. Donc, on s'est rendu compte qu'il y a aussi beaucoup de gens qui gravitent autour de l'agriculture, mais les agriculteurs eux-mêmes, ils sont dépendants de la pluie, de la météo, du changement de saison. Donc, les faire travailler ensemble, on essaye, mais c'est souvent de manière asynchrone. Donc, il y a toute cette question des freins. Est-ce qu'il y en a d'autres à mentionner ou à part l'emploi du temps Alors nous aussi, on essaye de baisser vraiment les coûts. Par exemple, toutes les technologies là qu'on a citées, souvent coûtent cher chez les concessionnaires. Un autoguidage, ça coûte cher. Il faut racheter un nouveau tracteur. Donc nous, on accompagne les agriculteurs à aménager sur des tracteurs des années 90 et ils le fabriquent eux-mêmes, le conçoivent. Ils savent le réparer. On pousse à l'open source, même chose pour des histoires de coûts, mais aussi de comprendre et pouvoir intervenir soi-même. Mais la grande difficulté, oui, c'est les agriculteurs n'ont pas le temps ou sont très dépendants de la météo et peuvent pas se rencontrer pendant X jours pour travailler sur une problématique. Donc, ils sont vraiment coincés dans leur position. Et le fait d'avoir ces mélanges de public, comme on a dans ce qu'on appelle les Open Labs, mais ça décoince des problèmes, ça apporte d'autres solutions, ça élargit les horizons. Juste l'open source pour bien comprendre, donc c'est le fait de partager en source ouverte, ainsi chacun et chacune peut comprendre les mécanismes qui sous-tendent la création d'un outil. C'est ça, c'est avoir accès à la boîte noire quand vous achetez un produit, vous savez pas ce qu'il y a dedans, et donc vous êtes dépendant entre guillemets du concessionnaire qui a peut-être fait faillite, de la marque qui n'existe plus, et pour certaines réparations simples, vous êtes obligé d'appeler quelqu'un, alors que si vous aviez accès, entre guillemets, au guide... Il peut se débrouiller. Ça. Et donc, il y a aussi la durée de vie. Il y a des communautés où des gens se motivent pour améliorer, prolonger la vie des équipements, ce qui est peut-être pas toujours dans l'intérêt du fabricant qui se dit « moi, je veux vendre le nouveau je sais pas quoi ». Donc, voilà, on n'est pas dans la même logique de consommateur. Donc on a évoqué la question des freins qui existent. Vincent, je reviens vers vous. Comment vous avez fait pour prendre en compte les besoins des fabricants pour mieux ajuster le produit à ceux-ci ? En analysant donc les obstacles. Ah oui. Je fais un micro-retour sur le commentaire d'avant. Enfin, je ne suis pas totalement aligné, donc je pense que ça peut faire un peu d'éléments de discussion. Il faut faire attention. Alors, moi, à titre personnel, j'utilise énormément de systèmes effectivement open source et il y a peut-être une mécompréhension entre l'ouverture de la source, l'accès on va dire au système et le je fais moi-même.
moi j'ai travaillé essentiellement dans l'industrie auparavant, et j'ai jamais croisé un Arduino ou un Raspi sur une ligne industrielle qui valait 150 millions. Et pourquoi ? Parce que la maintenance n'était pas assurée. Et donc, il faut peut-être bien différencier le fait que la source soit ouverte, et ça c'est un choix de société que on peut soutenir. Arthur est dans la salle, on soutient nous pas mal ce choix-là, parce que ça permet effectivement de pas créer de dépendance, mais ça ouvre des opportunités à des améliorations par des gens plus malins. Plus il y a de gens qui réfléchissent en général, plus il y a de bonnes idées. À l'inverse, je me pose plus de questions sur le côté ça coûtera moins cher si je le fais moi-même. On a eu il y a quelques temps le satellite c'est moins cher parce que les caméras coûtent cher. Oui, alors le satellite c'est moins cher parce que surtout les gens qui l'ont envoyé dans l'espace vous l'ont fait payer sur vos impôts et vous ne l'avez pas vu. Mais je pense que ça coûte moins cher. En fait, c'est pas forcément un argument qui peut driver très longtemps le système. Ou en tout cas, ça le pousse pas vers des niveaux de performance meilleurs. Donc voilà, je voulais juste faire cette petite distinction. Alors nous, comment on a développé le système ? Alors il y a deux choses. La première, c'est comment on amène des technologies compliquées, et c'est ce qui était expliqué tout à l'heure par le tout premier intervenant, M. Windsor, qui disait l'agriculture a été habituée à des innovations de proximité. Et donc ça, c'est une vraie question. C'est quand les gens sont habitués à des innovations de proximité, ils sont habitués à une prise de risque, alors qu'elle soit financière, écologique, agronomique, tout ce qu'on veut, faible. Parce que on va de proche en proche. Et alors, sans reprendre des histoires maintes fois répétées, mais enfin, c'est pas de proche en proche de la bougie que vous arrivez à l'ampoule. Et à un moment donné, il faut sauter le pas. Et il y a une prise de risque à prendre. Et donc, il y a une partie technologique chez nous qui n'arrive pas de la consultation du client, parce que sinon, il est assez probable qu'elle ne serait jamais arrivée. Et donc, elle vient d'autres technologies. On a Arthur dans la salle, il vous expliquera ce qu'il fait. Mais enfin, Arthur, il est arrivé avec ses connaissances et il n'a pas appris dans un champ comment on montait un système, un pipe. Ça sera dans la troisième table ronde, effectivement. Donc ça, je pense que c'est important de se le dire. Après, là où on retourne, et je pense que c'est le point qui est important, c'est la technologie, c'est une chose. Ça dit comment on peut faire les choses, mais ça dit pas pourquoi. C'est une remarque que je fais assez régulièrement. Et je pense que là où il y a une interaction avec les agriculteurs et avec finalement tout l'écosystème, parce qu'il n'y a pas que les agriculteurs dans l'écosystème, c'est de leur dire, ok, maintenant la technologie, elle existe. D'ailleurs, on l'a pas inventée pour vous, on l'a simplement transposée d'un autre milieu industriel vers l'agriculture. Cette technologie, elle va permettre de répondre à de nouvelles questions. Les réponses, on ne les connaît pas. Donc, je vais donner un exemple très précis. Donc, sur un de deuxième axe de travail qui était sur le côté, c'était une espèce de grosse machine rouge. Donc, on fait de la pulvérisation de précision. Donc, ça, c'est bien. Et l'idée, c'est de mettre effectivement la bonne dose au bon endroit, mais alors à l'échelle du centimètre carré. Donc il faut détecter. Ça, c'est la technologie qui détecte. Ultimement, il faut être capable d'envoyer la quantité de liquide, si c'est un liquide, ou le laser, si c'est un laser, ou la décharge électrique, peu importe la technologie ou la bineuse, là où il faut. Ça, c'est un problème de balistique, qui est pas simple. Atteindre une cible quand on est en mouvement, c'est pas facile. Mais surtout, la question entre les deux, c'est la géopolitique. C'est qui décide qu'il faut tirer ou pas. Donc, ça, c'est des choses qu'on veut voir avec les agriculteurs, qu'on veut voir avec les instituts techniques, qu'on veut voir avec les filières, qu'on veut voir avec les agronomes, parce que c'est une question qui ne s'est jamais posée. Avant, vous aviez 1 hectare. Après, on a fait de la modulation de dose, on va dire, peut-être au mètre, au mieux, mais plutôt la dizaine de mètres. Voilà. Voire la 50aine de mètres, pour être très clair. C'est super. Nous, maintenant, cette question, on la pose 21 000 fois par hectare. Et du coup, la réponse peut pas être la même. Et on se rend compte, là, nous, on a développé des outils pour interroger les agriculteurs ou les instituts techniques, enfin, toute la chaîne de valeur en disant, voilà, il y a des plantes, lesquelles vous souhaitez traiter. Et là, on se rend compte que le bon sens paysan est la chose la moins bien partagée par les paysans, puisqu'en fait, il n'y en a quasiment pas deux qui répondent pareil. Alors on s'est dit oui, mais nous on est des gens savants, on va faire de la classification, tout ça, donc on s'est dit on va classer tout ça, ça va être super. Et en fait, pour l'instant, ça se classe vraiment pas bien. C'est-à-dire que l'approche agronomique, par la connaissance, par la transmission, par les réseaux sociaux, fait que les gens répondent pas du tout de la même façon. Et donc là, il y a deux approches. Il y a une approche qui est de dire finalement il n'existe pas de réponse, puisque si tout le monde répond différemment, c'est peut-être qu'il n'existe pas de réponse. Bon, c'est une approche. Je pense que la partie plus universitaire va dire non, peut-être qu'il existe quand même une réponse, il existe quelque chose qui est un peu plus vrai. Et donc la question, c'est comment
on va réussir à faire évoluer les mentalités, à amener les gens à réfléchir en se disant, voilà, une question que je me posais pas, à laquelle, du coup, je sais pas répondre, et donc je réponds, dire statistiquement pour pas dire n'importe comment, eh ben, il faut que des gens aussi soient capables d'amener des réponses un peu plus raisonnables. Donc, je finis juste sur un exemple, comme ça illustre un peu la théorie. Quand vous demandez est-ce qu'il faut tuer une mauvaise herbe, ou en tout cas une adventice, on vous dit, ah bah oui, il faut toutes les tuer. Super. Vous dites, bah moi je fais pousser du maïs, voilà, vous faites votre traitement vers 5-6 feuilles, vous dites, voilà, est-ce qu'il faut tirer? Ah oui, il faut tout tirer. Super. Et vous dites, bah oui, mais là quand même, dans 2 semaines, le maïs il va couvrir, la petite plante elle va plus pousser. Oui, mais c'est pas grave, on va quand même tirer. Ok, mais alors si vous tirez, votre maïs, vous allez le récolter 15 jours plus tard. Ah oui, alors l'année dernière, on a quand même eu des emmerdements avec les orages, et là, on commence à rentrer dans une discussion, on se dit, ah oui, effectivement, la géopolitique, est-ce qu'il faut mettre un effort, alors financier, écologique, tout ce qu'on veut, agronomique, à tirer? Et cette question-là, bah, vous la posez 21 000 fois par hectare, ou plus, ou moins, mais eh ben, la réponse, elle n'est pas simple. Et donc aujourd'hui, le développement, ce qu'on fait le plus, c'est qu'on développe des outils pour aller interroger les gens. Hein, aujourd'hui, on va dire, les modèles de langage savent ce que c'est qu'un chat, savent ce que c'est qu'un camion de pompiers, savent ce que c'est qu'un truc pour traverser la route, parce que il y a des millions de personnes qui cliquent tous les jours là-dessus. Bah, le jour, il y aura des millions de personnes qui diront, bah, moi, je veux tirer ce kénopode là, parce que franchement, il va m'empoisonner la vie. Et puis là, la petite dicote, bah, elle peut pousser, de toute façon, c'est pas un problème. On aura fait un grand progrès dans le développement des produits. Donc, besoin potentiellement de faire du machine learning, si je comprends bien. Alors, c'est pas le machine learning qui pose souci aujourd'hui, les technologies sont disponibles. La question, c'est qu'est-ce qu'on veut faire? D'accord, l'intention. Alors, on peut appeler ça du labeling, etc. Je peux peut-être... Oui, juste répondre que on ne sait pas non plus nous-mêmes ce qu'on veut, puisque ça va dépendre du marché, ça va dépendre de la météo, ça va dépendre de... Enfin, voilà, et ça, chaque année est différente. Et c'est là où c'est compliqué, justement. C'est ce que je disais, on peut avoir des outils, mais la décision finale, c'est nous qui la prendrons. Et du coup, c'est compliqué, ça complique les choses, j'imagine. Toujours cette question d'adaptabilité constante. Donc voilà, la question est compliquée, elle est, je pense, cruciale, parce que en gros, ce que nous on note, et ça, on le voit plutôt dans des pays qui sont pas là, c'est comme ça, c'est qu'effectivement, quand les technologies sont adoptées, en fait, quand il y a des gens qui justement ont du temps, c'est-à-dire on voit beaucoup dans d'autres types d'agriculture, quand il va y avoir des ingénieurs agronomes qui sont dédiés à la ferme, les conseillers sont ni les vendeurs, ni l'État, mais simplement des employés de la ferme dont le métier est de conseiller. Bah, finalement, c'est des gens qui ont du temps pour réfléchir à la réponse à la question. Ils nous disent, bah, voilà, moi je vous ai noté là les 200 photos sur ma ferme, je veux que ça soit cet algorithme-là qui tourne. Donc nous, bah, c'est ce qu'on fait. Mmh. Et là, du coup, les gains, c'est colossal. Enfin, on parle de dizaines de pourcents. Hein, je crois, je sais pas trop ce qu'est. Mais l'année dernière, je crois que avec les systèmes qu'on a vendus, l'économie en moyenne, c'était de 42%. À propos d'économie, je voudrais revenir sur le sujet financier. On a parlé tout à l'heure un petit peu de l'offre, du prix de cette offre-là. Sarah, vous aviez une réflexion sur les modèles économiques qui accompagnent les OAD, sur la nécessité de les repenser, ainsi que les modèles et dynamiques d'accompagnement, c'est ça? Oui, et là, je trouve que je trouve que c'est assez en écho avec ce que vous dites. Donc, déjà, il y a en France, c'est l'agriculteur qui paye. Ok, bon, au moins, ça a le mérite d'être simple. Après, à force d'avoir des agriculteurs qui payent tout et qui après, ils sont aussi les derniers payés. Bah, il y a un moment, il y a plus, voilà, ça commence à être compliqué. Et donc ça rejoint un peu la question de business model. Hein. En plus, les agriculteurs, c'est vrai que c'est des gens qui, par rapport à un robot, ils voient ce que c'est, hein, c'est concret, mais quelque chose d'entièrement digital, ils ont un peu de mal de serviciel, ils ont un peu de mal à l'acheter. Il y en a certains qui peuvent acheter du conseil, hein, un CETA par exemple, parce qu'ils voient la personne, qu'ils ont confiance en la personne. Là, je rejoins ce qu'avait dit Monsieur Labarthe. Hein. C'est vraiment le conseil. Finalement, c'est les distributeurs, les coop et les négoces qui font le service, et parce que ce service en général est pas toujours payé. Bon, une coopérative, c'est une coopérative quand même d'agriculteurs, hein, donc je pense qu'ils font quand même des choses pour leurs adhérents. Donc, essayer d'être le plus neutre et le plus juste possible. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté, l'agriculteur, c'est quelque chose d'immatériel.
les plateformes variétales, les choses comme ça, il a plus de mal à payer que quand c'est un tracteur et que quand il est plus gros, en effet, il coûte plus cher, mais en même temps, il y a plus d'étoiles dans les yeux et voilà, c'est quand même mieux. Voilà. Et mais ça veut pas dire qu'il voit pas la valeur. Enfin, je pense que, nous, je suis toujours part du principe que quelqu'un, si on veut qu'il soit impliqué, il faut qu'il puisse voir la valeur et voir évidemment participer à cette valeur, donc acheter un petit peu, participer à cette contribution. Mais par contre, il y a peut-être à repenser à combien il paye. Je pense par exemple à McCain qui demandait à ses adhérents d'avoir 1000 EOS. Par contre, il faisait une réduction sur le prix de l'abonnement. Donc ça peut être quelque chose, un compromis où tout le monde voit la valeur, mais par contre, il y a un espèce de bénéfice où la filière reconnaît que c'est pas que l'agriculteur qui le veut en fait, parce que ces outils, ça sert aussi, par exemple, pour les betteraviers, Saint-Louis, Cristal Union, ils ont leur OAD sur la cercosporiose pour aussi montrer qu'en termes de RSE, on fait quelque chose pour diminuer les fongicides. Donc, c'est pas toujours que l'intérêt de l'agriculteur. Et je pense que c'est vraiment à penser dans le business model que ce soit aussi les autres qui mettent, même si c'est symbolique, nous, notre OAD, c'est quelques centaines d'euros par exploitation. C'est rentable à partir de 30-40 hectares de blé. Mais symboliquement, pour l'agriculteur, que ce soit que lui qui paye, ça je dirais pas que ça le traumatise, parce qu'ils sont pas tous traumatisés, mais voilà. Alors que finalement, c'est plutôt l'organisme stockeur qui, lui, reçoit un blé de qualité, qui, lui, peut dire qu'il a fait des économies d'entrant. Et ça, je pense que c'est important que ce soit reconnu dans le business model. Vous vouliez réagir sur la question des prix en 2 minutes ? Pour souligner, 100% aligné là-dessus, je pense qu'il y a, et ça revient sur mon petite histoire là de Arduino, aujourd'hui, ce qui est important, peut-être pour la communauté des gens qui poussent une agriculture un peu plus, on va dire, de précision, c'est d'identifier la valeur. Et je pense qu'il faut pas se laisser aveugler par le fait qu'en France, la valeur n'est peut-être pas partagée de manière équitable ou pas de manière efficace, mais il faut bien différencier la valeur qui va être obtenue de comment elle est partagée. Donc le fait qu'elle soit mal partagée en France peut être un frein à l'adoption de choses qui font gagner quelque chose. Je dirais que c'est un problème économique, c'est un problème sociétal. Je ne sais pas s'il est traité ici, mais ce qui est important, c'est de s'assurer que ce qu'on fait a de la valeur. À la fin, si vous produisez pour nourrir plus de monde, que c'est de meilleure qualité, ça a une valeur. Après, si les gens ne veulent pas payer cette qualité-là, c'est un souci, mais ça peut pas être le souci de l'agriculteur. C'est le souci de la société. Donc je pense qu'il faut peut-être se faire attention, faire une différence entre où est la valeur et comment on la répartit. Je voulais juste rebondir aussi par rapport aux data, en fait, avec tout ce qui est numérique, on récupère de la data. Aujourd'hui, on paye des outils pour voilà. Mais demain, est-ce que ce serait pas pour récupérer nos données sur nos fermes l'inverse, c'est qui est propriétaire de la data, et pour récupérer la data, est-ce qu'il faudrait pas demain payer les agriculteurs pour justement travailler sur des choses comme ça? Ça c'est une vraie question aujourd'hui des données. Là, il faut faire attention de répondre à des vraies questions. Il y a une loi en Europe qui date de 2024, qui a été revue en 2025, ce qui fait que la data appartient aux agriculteurs. Donc la question, c'est pas du tout de savoir s'il faut payer pour l'avoir, puisqu'elle vous appartient. La question, c'est qu'est-ce qu'elle rapporte et qui est prêt à payer pour ça. Et je peux vous garantir que si aujourd'hui on ne sait pas la valeur de la data, c'est parce que personne l'a trouvée et que personne n'est prêt à payer pour. À partir du moment, ça sera un signal où quelqu'un commencera à mettre des clauses dans les contrats pour savoir qui a pas la propriété, puisque ça c'est fixé par loi, mais qui a l'usufruit de la data, ça voudra dire que quelqu'un aura trouvé le filon et pourra s'en servir. Donc là, effectivement, mais il faut pas espérer que la data, les gens vont l'acheter pour rien. Aujourd'hui, plus personne achète l'annuaire. Et pourtant, il y a une valeur à savoir le numéro de téléphone des gens. Mais simplement, la valeur, elle s'est répartie autrement que par l'achat de l'annuaire ou l'achat d'un Minitel, etc. Donc je pense qu'il faut vraiment... je suis désolé, j'insiste là-dessus, mais c'est important, je pense, notamment pour les étudiants, les gens qui réfléchissent à ça. Il faut faire attention à répondre aux questions auxquelles on doit répondre. Le partage de la valeur, c'est un choix de la société qui est pas fait partout dans tous les pays, qui est fait d'une certaine façon en France. Alors, c'est assez probable qu'on puisse, je pense que Pierre tout à l'heure a un rôle dans la réflexion de comment cette valeur se partage dans la société.
Là, sur une chaire un peu plus, on va dire, technologique, enfin, c'est plutôt positif dans ma bouche de dire ça, il faut quand même bien se poser la question d'identifier la valeur qu'on va apporter. Est-ce qu'on va faire gagner des quintaux à l'hectare, diminuer la quantité des produits qu'on va mettre, limiter la pression adventice au fur et à mesure. Aujourd'hui, quand je compare des champs en Australie, des champs en Europe de l'Est ou en Europe de l'Ouest, le gros souci de l'Europe de l'Ouest, c'est qu'il y a des adventices partout. Donc effectivement, dans des pays où la pelouse est propre, vous avez un énorme gain à ne traiter que là où il y a des adventices. Si vous mettez des adventices tous les mètres, le gain est moindre, et ça veut dire que finalement, l'aboutissement de cette façon de travailler fait qu'aujourd'hui, il y a une perte, non pas de compétitivité à date, mais de gains potentiels. C'est-à-dire là où une ferme en Roumanie va faire 80% d'économies sur ses produits phyto, parce qu'effectivement, ils ne vont traiter que les 5 ou 10% de leur surface qui sont infestés. Si on n'a pas réussi à endiguer cette infestation avant, en gros, dans les exploitations où cette pression d'adventice n'a pas été réglée, les gains disparaissent. Et donc, encore une fois, la question, c'est vraiment celle de la valeur. Enfin, je crois que l'Assemblée doit se focaliser sur ça. Le partage de la valeur, c'est un frein à l'adoption, c'est évident. Mais j'ai craint que ça soit peut-être pas que à nous d'y répondre. Et pour clore, je propose d'entendre l'avis de Luc. Si vous vouliez rajouter quelque chose sur la dimension open source ou réagir à ce que vous avez entendu. J'avais gardé les nombreuses remarques sur Arduino, je tiquais, mais c'est... Donc j'ai encore... Oui, non, mais je trouve que c'est très rigolo, parce que j'avais la remarque encore il y a quelques jours. Donc Arduino a quasiment 25 ans, ça a été une révolution à l'époque. Parce qu'il fallait des mois et des mois juste pour faire, entre guillemets, clignoter une LED. Pour les gens qui savent pas, il fallait coder vraiment de manière délirante, être un vrai informaticien. Maintenant, c'est des technologies qui deviennent accessibles. Moi, je donne personnellement des cours d'électronique où j'apprends aux gens à le faire avec des composants qui sont bien plus avancés que ceux que vous avez cités. Et j'ai pas de problème à avoir une discussion avec un industriel. Je sais qu'ils ont du mal à comprendre qu'un composant qui coûte 3 € fait le même boulot que ce qu'on leur a vendu pendant des années à plusieurs milliers d'euros. Je vois très bien que c'est difficile à accepter, mais c'est la réalité d'aujourd'hui. Et donc, justement, nous, c'est ce qu'on prend en main. Et à travers ces formations qu'on donne, où les gens le pratiquent, et donc là ils nous croient en tout cas, ils nous croient, désolé pour le français, et donc l'idée c'est vraiment collectivement, à travers tous ces labs dans le monde, arriver à reprendre la main sur ces technologies, mais surtout aussi à inclure l'agroécologie, parce que beaucoup des outils qui sont actuellement sur le marché sont des outils qui ont été conçus avec des réflexions il y a quelques années. Et il y a probablement beaucoup de choses à inventer, à innover avec ces outils, que ce soit ultra high-tech, comme on disait, des robots, du satellite, de l'OAD, mais aussi revisiter des outils, ce qu'on met souvent dans la low-tech, c'est-à-dire ce que les agriculteurs font déjà aussi tous les jours, réparer avec de l'acier, couper... et fabriquer des outils pour les pratiques qui sont en train eux-mêmes aussi de réinventer, parce que on n'a plus la même réflexion sur l'utilisation des énergies fossiles, sur la quantité de pesticides. Vous parliez de reconnaissance d'adventisme. Maintenant, on se dit certains ont de l'utilité, il faut pas tous les détruire. Donc tout ça, c'est des choses à vraiment inventer collectivement, idéalement avec les jeunes. Parce que c'est eux qui vont pratiquer l'agriculture qu'on doit encore inventer. Très bien. Merci beaucoup pour cette table ronde. Je propose de prendre quelques questions. On a une dizaine de minutes. Est-ce que vous avez des questions ou des réflexions dans la salle ? Bonjour, ma question s'adresse à Madame Petit. Donc j'ai cru comprendre que vous utilisez la technologie de Xarvio. Est-ce que vous combinez avec d'autres technologies ou c'est la seule que vous utilisez ? Si oui, pourquoi? Sinon, pourquoi? Oh non, c'est pas la seule. Les technologies sont multiples. Après, ça dépend de ce qu'on appelle technologie sur la ferme, puisque
Xarvio nous apporte un logiciel avec des prévisions, des outils de cartographie, etc. Mais on en a plusieurs. On utilise des choses très anciennes, d'OAD, comme des choses très nouvelles. Mais pas similaires. C'est complémentaire. C'est complémentaire, d'accord. Merci. On n'est pas à 100% Xarvio. De toute façon, on est avec le groupe Xarvio depuis 2-3 ans, donc non, c'est complémentaire, et justement, on est en phase aussi de test sur l'exploitation pour voir vraiment si ça répond à nos besoins, etc. Quand vous voulez vous renseigner sur qu'est-ce qui existe sur le marché, est-ce qu'il y a d'autres technologies par ailleurs qui pourraient vous intéresser? Vous faites comment pour vous renseigner? Par exemple, j'ai organisé une démonstration il y a 2 jours à la ferme pour le robot Agexid, là, pour travailler sur un robot autonome de travail du sol. Donc ça, c'est des choses qu'on travaille. Alors, on a des groupes d'innovation comme à Green Tech Valley, où on parle différents capteurs, des jumeaux numériques sur l'irrigation, enfin des tas de choses. On a un groupe CETA d'innovation aussi, où là, on est en train de chercher des solutions de diversification. On cherche aussi des solutions par rapport au sol, à la matière organique du sol, des analyses de sol plus performantes sur la vie du sol. Enfin voilà, de toute façon, c'est très très large en fait Je voulais aussi juste préciser par rapport à ce qui était avant. Nous, on est sur une ferme de 250 hectares. On est installé avec 2 agriculteurs plus un salarié et un apprenti Unilassal de Beauvais, mais qui travaille. On l'a pris sur tout ce qui est nouvelles technologies, justement pour tester différentes solutions. C'est aussi pour ça qu'on est rentré sur le groupe Xarvio. Voilà, c'est très vaste. Une autre question, réflexion? Oui. Donc, bonjour. Moi, c'était une question par rapport à ce que j'ai compris, c'est que c'est le retour sur investissement qui était assez compliqué, où il y a peu de connaissances encore claires à transmettre aux agriculteurs ou aux gens qui vont potentiellement vendre ces choses-là. Justement, comment pallier à ça, et c'est quoi ce qu'il faut mettre en place pour expliquer aux agriculteurs qu'il y a un gain derrière toutes ces innovations? Je peux juste me permettre de répondre une réponse, c'est que aujourd'hui sur les fermes, on voit les conjonctures sont très compliquées. Donc effectivement, on va au plus court pour essayer de gagner un peu en rentabilité. Donc ça dépend aussi de la conjoncture. On a la chance, nous, d'avoir des cultures qui peuvent apporter de la plus-value, donc on est moins regardant sur on va se permettre de prendre des OAD, des choses comme ça, parce que c'est moins dur à la fin de l'année. Mais j'ai des collègues pour qui la conjoncture est vraiment très compliquée, et là, dans ces cas-là, des OAD, des choses comme ça, on essaie de s'en passer. C'est comme dans toutes les entreprises, quand la période est difficile, on essaie d'aller au plus simple et au moins cher. On a quelques minutes pour une dernière question ou réaction. Oui, j'arrive tout de suite. Non. Je peux répondre aussi à la question ou pas? Oui. Je réponds à la question aussi. Donc, en fait, nous, on a la chance, donc on n'est pas juste une start-up, on est aussi une filiale d'un groupe qui vend leader en fongicides en France, donc une multinationale de l'industrie chimique, comme certains pourraient dire. Et donc, en fait, on a des expérimentateurs qui font des essais chaque année. Donc, ça coûte très très cher. Mais eux, comme ils doivent faire des essais pour leurs homologations, on se raccroche à eux pour pouvoir prouver chaque année ce que ça coûte et ce que ça rapporte en multipartiel. Donc, on a une vingtaine d'essais en France sur blé, une dizaine en orge. Voilà. Et donc, des fois, on voit que ça rapporte parce qu'il y a eu des gains de rendement grâce à un bon positionnement. Souvent, on arrive à baisser le nombre de traitements. Donc là, les fongicides, ça devient de moins en moins cher. Donc, il y a une petite économie, mais c'est surtout en temps. Mais il faut que ça, on le reprouve chaque année. Et chaque année, c'est différent. Donc, c'est vrai que pour les agriculteurs, des fois, ils se disent oui, la valeur, elle change chaque année. Donc, c'est pas très, très clair.
par rapport à eux, leur investissement, de devoir saisir leur parcelle, avoir un outil numérique, devoir changer leurs pratiques, être pas. Voilà, donc c'est pas que dire le ROI en fait, c'est aussi symboliquement, c'est quoi l'investissement symbolique de devoir changer et d'avoir un OAD. Et puis le gain de temps aussi. Juste quelques minutes, enfin même pas une minute, c'est aussi il y a un problème sur l'échelle de temps. La plupart des technologies numériques que vous avez dans vos poches, vous les changez tous les 2-3 ans. Dans l'agriculture, on n'est pas sur ces échelles de temps. Hein. Un tracteur, c'est des années, des années et des années. Donc arriver à les convaincre qu'il y a réellement une valeur ajoutée, il faut que ça soit évident et que justement ils doivent pas se poser la question. Oui, je fais juste un commentaire, pareil sur trésor de valeur. Alors, des ROI fluctuent. Si vous êtes un investisseur, même institutionnel, c'est juste de n'importe quel investissement. Donc, justement, là, il y a une question de savoir gérer cette fluctuation. C'est autre chose. Par contre, sur la calcul du ROI, je trouve que, encore une fois, et d'ailleurs la table ronde le montre, on fait tout porter en France sur l'agriculteur. Aujourd'hui, les gens, depuis la loi sur la publication des données de mesure de la qualité de l'eau, se rendent compte que les eaux sont polluées. Les gens veulent boire de l'eau propre. Donc, ça veut dire que les gens qui nettoient l'eau, je vais pas citer de marque, mais bon, il y a des sociétés connues qui font ça, payent de plus en plus cher pour nettoyer l'eau. Dans le ROI, on peut se demander si finalement de mettre moins de produits à 5 mètres des nappes phréatiques ne permettrait pas de réduire la quantité de produits dans la nappe phréatique et de finalement réduire le coût du traitement de l'eau et de finalement réduire le coût de l'eau que vous payez et dont tout le monde se plaint qu'il augmente. Et donc, je trouve que, encore une fois, en cherchant la valeur, on va se rendre compte qu'on ne peut pas tout faire porter en France. J'insiste, parce qu'en France, on mélange l'investissement, enfin la propriété du capital, le foncier, on va dire, de la production agricole et de l'exploitation. C'est une difficulté qui est typiquement française, qui conduit à tout faire porter la charge à l'agriculteur. Si on réfléchit à la valeur, je donne un exemple, ça en est un parmi d'autres, on se rend compte que la valeur, en fait, le ROI, il est immédiat. Et nous, quand on discute, je vous donne 2 exemples. Le ROI d'un système, peu importe ce que je connais, mais les autres, c'est pareil. En Europe de l'Est, selon la culture, c'est entre 6 et 18 mois. Les gens ne discutent même pas le prix. Si on va en Angleterre, je prends un autre exemple, Lord Oldham, on lui dit, mais c'est super, vous avez mis en place tout un système, là, justement, complet de réduction des phytos. Bon, nous, en tant que Français, on est vachement étonné. Et le gars nous dit, mais moi, ça fait 800 ans que ma famille possède, bon, c'est l'ordre du coin, le village, il est hors de question que je sois le premier à le détruire. Et donc, je pense que, encore une fois, il faut arrêter, et je pense que c'est franco-français, de faire porter la charge uniquement à l'exploitant agricole qui, finalement, fait partie du système, mais ne peut pas tout porter tout seul. Donc, toute une question culturelle. On avait une dernière question. Ma question, je pense, est assez, la réponse va être assez rapide. Madame Petit, vous avez expliqué que la ferme de la Ville-Dieu est très perméable aux technologies et depuis très longtemps. Par ailleurs, vous avez également dit que vous apparteniez à un CETA, et puis que vous êtes membre d'AgreenTech Valley. Donc, le sentiment que cela donne, c'est que votre exploitation est très entourée, en fait, et que vous êtes vous-même culturellement très, très perméable. Et ma question s'adresse davantage, à vous-même peut-être, mais aux autres intervenants. Est-ce que vous constatez que les exploitations qui sont moins exposées comme ça, moins perméables naturellement et moins entourées ont plus de mal à adopter ces différentes solutions? Ou est-ce qu'il n'y a pas de corrélation? Alors, moi, je vais pas répondre sur l'agriculture, comme ça sera plus facile à comprendre. Souvent, quand on parle de révolution numérique, les gens se projettent Internet, ce genre de choses, mais il y a une technologie qui a été adoptée en moins d'1 an et que quasiment tout le monde l'a oublié, c'est le DVD. Le gain était tellement énorme que personne n'a discuté. Donc, je pense qu'il faut arriver à quelque chose d'équivalent, entre guillemets, où le gain est immédiat et il y a pas de discussion. Il faut pas imposer, en tout cas de mon point de vue, essayer d'imposer des outils, c'est peut-être pas la bonne méthode, mais vous avez pas l'air d'accord. Donc si, je suis complètement d'accord, mais je simplifie encore plus et je pense que ça rejoindra la question de la perméabilité, c'est la question de l'éducation. Je pense qu'on est peut-être au bon endroit pour le dire, c'est-à-dire, les gens seront d'autant plus perméables ou comprendront d'autant plus leur intérêt qu'ils seront éduqués. C'est pas vrai que pour l'agriculture. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sur Terre si les gens étaient plus éduqués. Et là, il y a un rôle quand même
ici, mais pas que, et de l'Alliance, mais pas que, du projet AgriTransit, mais pas que. C'est-à-dire, si on éduque les gens, c'est juste l'éducation qui va permettre de comprendre que c'est intéressant. Psychologiquement, il y a deux modes. Hein. Soit on est dans une zone de confort et on peut avoir le luxe de s'éduquer, de prendre le temps d'aller voir autre chose, de prendre le temps de risquer des choses. Okay. Soit on est en mode survie et dans ces cas-là, on réplique ce qu'on a fait. Et moi, je me rappelle un prof qui est au BTS de Nermont, à l'école de Nermont, et qui dit, et donc c'est un ancien collègue, et qui me dit, mais moi j'ai dit à mes collègues, à mes élèves, il faut le labour, pourquoi pas, mais pas systématiquement. Et les gars, donc il y a pas mal d'éleveurs, il dit, bah moi mon père il laboure systématiquement, on continue à labourer systématiquement. Et pourtant c'est des jeunes, ils sont en BTS. Ils ont des profs qui leur disent, mais vous voyez bien, on vous prouve par A plus B que là, il y a peut-être des choses, des économies, et puis en plus, un gain clairement agronomique. Mais ils sont pas en mode d'ouverture. Ils sont en mode survie, ces gens-là. Et là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire à nouveau sur la chaîne de valeur, leur donner du mou, leur donner du luxe, de prendre le temps de faire des essais qui leur coûtent rien. Parce qu'un agriculteur, là, lui, il pense que c'est la meilleure chose à faire de labourer tous les ans. Et si il pense que c'est ça, c'est parce qu'il pense qu'il va avoir les meilleurs rendements. Si pendant 1 an, il les a pas, en fait, il met la clé sous la porte. Déjà, en ce moment, il est en train de mettre la clé sous la porte. Vous voyez bien qu'il y a un moment où, en fait, il pourra pas changer. Il peut pas changer son câble tant qu'on lui donne pas ses financements, ce temps pour pouvoir changer. Et donc c'est vraiment très important là-dessus, évidemment qu'il soit accompagné, mais qu'il soit aussi accompagné pas que avec des gens qui viennent lui dire bah oui fais ci fais ça, lui poser des questions. En fait il n'a pas besoin qu'on le sollicite, il a besoin justement qu'on lui dégage des financements et qu'on lui dégage du temps. Et ça c'est très compliqué. Ouais, il y a ça et puis il y a aussi on est quand même, pour côtoyer beaucoup d'agriculteurs, on est quand même assommé par tout ce qui est réglementation, contrôle. Et aujourd'hui, voir des nouvelles choses arriver, on se dit aujourd'hui être novateur, c'est demain se reprendre des nouvelles règles, des nouvelles lois. Faut peut-être mieux pas trop changer ce qu'on fait aujourd'hui. Donc on a vraiment une ambiance qui est plus forcément très innovante dans l'agricole parce qu'on est assommé par parfois des charges, par une réglementation. Et en plus, il n'y a rien qui nous permet d'être novateur. Si on parle des zones humides, par exemple, aujourd'hui, on va essayer, ou des haies, toute la réglementation, tout est fait pour protéger ce qui est existant. Mais rien n'est là pour aider des agriculteurs qui veulent se lancer à replanter, etc. Parce que on a tellement protégé tout qu'aujourd'hui, ça devient des zones de non-droit, en fait, sur nos fermes. Demain, on veut recreuser des mares au milieu des parcelles pour essayer pour la biodiversité, pour des tampons d'eau, etc. En fait, notre parcelle, elle est plus cultivable parce qu'aujourd'hui, on protège tellement. Donc, on est vraiment assommé un peu par tous les bouts. Et il faut que ça change pour qu'on puisse avoir une révolution agricole, je pense. Et on va terminer sur cette question des contraintes. Merci beaucoup pour cet échange.